Dans le monde clinquant du cinéma d'action, peu de rivalités ont suscité autant d'intrigues et de controverses que celle entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. Derrière les apparences de deux stars dominant les années 80 et 90 avec leurs styles martiaux emblématiques, se cachent des tensions explosives alimentées par des égos surdimensionnés, des affirmations audacieuses et une confrontation presque mythique à une soirée hollywoodienne. Découvrez comment Van Damme, kickboxer accompli et authentique, a démasqué les mythes entourant Seagal, maître autoproclamé d'aïkido aux liens obscurs avec des opérations secrètes. De leurs ascensions fulgurantes à l'incident légendaire chez Stallone, en passant par des critiques acerbes et des défis refusés, cette vidéo révèle pourquoi tant de gens considèrent Seagal comme un imposteur avec des preuves irréfutables et des témoignages qui changent tout. Préparez-vous à la vérité brutale sur l'un des plus grands fraudes du cinéma d'action. Si vous aimez ce genre de révélations sur les coulisses d'Hollywood et les légendes martiales, abonnez-vous à la chaîne Expérience de Vie pour ne rien manquer, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir le contenu. Il est un véritable ceinture noire d'aïkido. Dans le monde clinquant du cinéma d'action, peu de rivalités ont suscité autant d'intrigues et de controverses que celle entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal. À la surface, les deux hommes ont dominé la fin des années 80 et le début des années 90 avec leur style martiaux emblématiques et leurs personas de dur à cuire. Mais en coulisses, la tension a mijoté pendant des années, alimentée par des égos, des affirmations audacieuses et une bagarre presque inoubliable à une soirée hollywoodienne. Clint Eastwood n'a pas besoin d'être un tireur précis. Il suffit que ça en ait l'air. Donc, je ne tiens pas ça contre Steven Seagal. Tandis que Seagal se présentait comme un maître mystérieux d'aïkido avec des liens à des opérations secrètes, Van Damme restait plus ancré, un kickboxer accompli avec une véritable expérience en tournoi. Avec le temps, les histoires de Seagal ont commencé à ressembler davantage à des mythes, tandis que Van Damme laissait discrètement ses actions parler plus fort que ses mots. Pourtant, quand on le poussait, Van Damme ne se retenait pas. Dans une interview, il s'est penché en avant et a dit simplement « Il est temps pour la vérité ». C'est l'histoire de cette vérité. J'adorerais voir un Steven Seagal en poésie. Il devrait perdre du poids. Et pourquoi? Tant de gens croient que Steven Seagal est en fait un imposteur. L'ascension de deux héros d'action. L'ascension de deux héros d'action. Avant que la querelle ne fasse les gros titres, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal chevauchaient la même vague explosive de la gloire hollywoodienne des arts martiaux. Les deux ont émergé pendant l'âge d'or des films d'action. Mais leur origine et leurs approches de la célébrité ne pouvaient pas être plus différentes. Steven Seagal a fait son entrée en 1988. Avec Nico, présenté non seulement comme une star d'action, mais aussi comme un véritable artiste martial et un initié des forces de l'ordre. Son claim to fame était l'aïkido, un art martial japonais axé sur la redirection et les clés articulaires. Il était mystérieux, stoïque, et semblait toujours porter une aura de danger tranquille. Des histoires circulaient sur le fait qu'il était le premier occidental à diriger un dojo d'aïkido au Japon et qu'il avait des connexions avec la CIA. Que ces histoires soient vraies ou non n'avait pas l'air d'importer. Les gens y croyaient. Jean-Claude Van Damme, en revanche, était l'opposé du style sombre de Seagal. Né en Belgique, Van Damme est monté grâce à des arts martiaux compétitifs réels, remportant des titres en karaté full contact et en kickboxing. Il était flamboyant, flexible et incroyablement rapide. Son rôle décisif dans Bloodsport en 1988 mettait en valeur non seulement son athlétisme, mais aussi son charisme. Le film l'a propulsé vers la superstardom, et ses suites comme Kickboxer, Cyborg, Cœur de Lion, ont scellé l'affaire. Les fans étaient éblouis par ses grands écarts, ses coups de talon tournants et son charme prêt pour la caméra. Tandis que Seagal se déplaçait comme un bulldozer, lent, fort, délibéré, Van Damme était le showman. Tout en vitesse, grâce et puissance. Il n'a pas fallu longtemps pour que Hollywood et les médias commencent à faire des comparaisons entre les deux, les présentant comme des opposés polaires dans la même arène. Mais il y avait un problème. Seagal ne respectait pas Van Damme. En coulisses et parfois même publiquement, Seagal se moquait du style flashy de Van Damme. Il l'aurait qualifié de « ce danseur de ballet », se moquant de la formation précoce en ballet de Van Damme et de ses coups de pied haut. Van Damme a d'abord évité la confrontation, mais il s'en souvenait. Tandis que les deux hommes grimpaient les échelons de la gloire, les tensions mijotaient sous la surface. Ce qui aurait dû être une compétition saine a commencé à virer au mépris personnel, au moins du côté de Seagal. Il parlait souvent mal d'autres stars des arts martiaux, Chuck Norris, les élèves de Bruce Lee, même des cascadeurs légendaires.
Van Damme était simplement la cible la plus constante. Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisaient à l'époque, c'est que cette rivalité ne définirait pas seulement leur carrière, elle exposerait bien plus que des égos blessés. Elle tirerait le rideau sur qui était le vrai et qui était juste bon à faire semblant. Ego et manque de respect, où la querelle a commencé. Les rivalités à Hollywood ne sont pas nouvelles, mais celle entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal était quelque chose d'autre. Ce n'était pas une querelle fabriquée par un studio ou un coup médiatique. C'était personnel. Et cela a commencé avec l'ego, le manque de respect, et l'habitude incessante d'un homme de rabaisser les autres pour s'élever lui-même. Est-ce que je pense qu'il est un artiste martial? Non. Est-ce que je pense que Jean-Claude est un dur à cuire en arts martiaux? Non. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, les deux hommes étaient au sommet de leur carrière. Ils étaient les visages des arts martiaux au cinéma occidental. Mais au lieu d'un respect mutuel entre deux géants du genre, Steven Seagal a clairement fait comprendre qu'il n'aimait pas Van Damme et qu'il ne le considérait pas comme le vrai. Dans des interviews précoces, Seagal ne se retenait pas. Il se moquait des credensials de combat de Van Damme, insinuant que ses coups de pied flashy et son passé en ballet étaient tout pour le spectacle. Dans une réplique infâme, Seagal aurait dit « Van Damme ne pourrait pas se battre pour sortir d'un sac en papier ». Cette seule phrase résonnerait pendant des années. Pour les fans, c'était confus. Van Damme avait vraiment combattu. Il avait gagné de vraies compétitions en Europe et s'était entraîné dans plusieurs disciplines. Seagal, en revanche, n'avait pas d'historique de tournoi enregistré. Son passé en arts martiaux était ancré dans l'aïkido, un art souvent critiqué pour son manque de praticité en combat réel. Pourtant, il se comportait avec une confiance suprême. Seagal n'agissait pas seulement comme s'il était un maître. Il le disait à tout le monde et s'attendait à ce que le monde le croie. Mais ses attaques contre Van Damme n'étaient pas isolées. Seagal avait un pattern de rabaisser d'autres artistes martiaux dans l'industrie. Il a tiré sur Chuck Norris, questionnant ses compétences au combat, même si Norris était un champion du monde de karaté. Il a rejeté les élèves de Bruce Lee, affirmant une fois que Bruce Lee était un acteur, pas un combattant. Une déclaration qui lui a valu un énorme backlash. Il a même attiré l'attention de Judo Gene Lebel, un artiste martial respecté et cascadeur hollywoodien qui aurait étouffé Seagal sur un plateau de tournage après que Seagal ait affirmé que personne ne pouvait le faire. En contraste, Jean-Claude Van Damme parlait rarement mal de qui que ce soit. Il n'était pas du genre à chercher la controverse ou à remuer le drame, mais il écoutait et n'oubliait pas. Avec le temps, le manque de respect de Seagal a commencé à s'accumuler. Tandis que Van Damme continuait à bâtir sa carrière, jouant dans des succès comme Universal Soldier, Time Cop et Chasse à l'homme, les murmures en coulisses se faisaient plus forts. Seagal parlait mal, et Van Damme se préparait à répondre. Des initiés de l'industrie notaient que l'équipe de Van Damme avait commencé à le distancer de Seagal. Quand on lui posait des questions sur Seagal dans des interviews, Van Damme donnait des réponses brèves et crispées, mais il y avait toujours une lueur dans ses yeux, une expression retenue comme s'il se mordait la langue. Le vrai tournant est arrivé quand des histoires ont commencé à circuler dans les cercles hollywoodiens que Seagal ne se moquait pas seulement de Van Damme en privé. Il se vantait de pouvoir le battre dans un vrai combat. Plus d'une fois, Seagal aurait dit que Van Damme était tout en apparence et sans substance. Au début, Van Damme n'a pas mordu à l'hameçon. Mais après avoir entendu ses piques répétées au fil des ans, la star belge d'action en avait assez de se taire. Dans une interview, Van Damme a dit calmement « Il a une grande bouche. Il aime parler. Je préfère montrer ce que je peux faire. » Quand on l'a pressé davantage sur les commentaires de Seagal, il a ajouté avec un sourire « C'est drôle. Je ne me souviens pas l'avoir vu dans aucun tournoi. » Ces piques subtiles étaient la façon de Van Damme de tracer une ligne. Il ne criait pas. Il ne devenait pas agressif, mais il faisait savoir au monde. Il n'avait pas peur de Seagal. Et si Seagal voulait aller là, Van Damme était prêt. Ce qui rendait la querelle encore plus intéressante, c'était la fascination croissante des médias pour elle. Les fans de films d'action voulaient savoir qui gagnerait dans un vrai combat, Van Damme ou Seagal. Les commentateurs et experts en arts martiaux donnaient souvent leur avis. La majorité penchait pour Van Damme. Pourquoi ? Parce que Van Damme avait un palmarès prouvé en combat. Il ne chorégraphiait pas seulement des mouvements pour la caméra. Il était monté sur le ring. Pendant ce temps, les credensials de Seagal semblaient plus difficiles à vérifier. Plus il affirmait, plus les gens avaient de questions. Qui avait-il vraiment entraîné? Où étaient les records? Pourquoi n'y avait-il pas de preuves documentées de ses supposés combats réels? Mais Seagal ne s'arrêtait pas de parler. Son arrogance n'avait pas de limite. Cette arrogance finirait par mener à la presque bagarre la plus légendaire de l'histoire d'Hollywood. Quelque chose de si mémorable qu'on en parle encore aujourd'hui. Le terrain avait été préparé. Des années d'insultes,
de moquerie et de provocation avaient poussé Van Damme au bord du gouffre. Il avait pris la voix haute pendant des années, restant professionnel tandis que Seagal lançait des pics bon marché. Mais chaque homme a un point de rupture. Et quand l'occasion s'est enfin présentée pour Van Damme de confronter Seagal face à face sans caméra, sans script, sans gens des RP dans le chemin, il a saisi. Il lui a offert le combat que Seagal prétendait vouloir. Et Seagal, il s'est éloigné. Mais cette partie de l'histoire, peut-être le chapitre le plus infâme de leur querelle, arrive ensuite. L'incident infâme de la soirée chez Stallone. L'incident de la soirée chez Stallone. C'était le moment que chaque fan d'arts martiaux souhaitait secrètement avoir été filmé. L'Elie, la mansion de Sylvester Stallone à Miami. L'occasion. Une soirée somptueuse des années 1990 remplie de stars d'action, d'élites hollywoodiennes et de suffisamment de testostérone pour alimenter un film de Michael Bay. Mais les vrais feux d'artifice ne venaient pas de la liste des invités ou du bar ouvert. Ils venaient d'une confrontation longtemps mijotée entre Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme. Un showdown qui a presque eu lieu mais qui n'a jamais eu lieu. Selon de multiples témoins oculaires, y compris Stallone lui-même, la nuit s'est déroulée comme un script de film. Steven Seagal faisait ses rondes habituelles, racontant des histoires, se vantant de ses prouesses en arts martiaux, et comme c'était devenu son habitude, parlant mal d'autres stars. Une fois de plus, le nom de Van Damme est venu sur le tapis. Une fois de plus, Seagal a affirmé qu'il pouvait facilement le battre. Seulement cette fois, Van Damme l'a entendu de ses propres oreilles. Van Damme profitait tranquillement de la soirée, mais une fois que le mot lui est parvenu que Seagal courait sa bouche encore une fois, quelque chose a changé. Il en avait assez. Ce n'était pas le plateau d'un film d'action. Il n'y avait pas de doublure cascade, pas de séquence au ralenti, et pas de réalisateur criant « coupé ». C'était juste deux hommes dans la même pièce sans nulle part où se cacher. Selon le récit de Stallone de l'incident dans des interviews ultérieures, Van Damme s'est approché calmement de Seagal et a dit quelque chose du genre « J'ai entendu ce que tu as dit. Allons dehors ». Il n'y avait pas de cri, pas de chaos, juste un défi direct. Seagal, qui s'était toujours présenté comme un expert en arts martiaux sans fioriture, n'a pas bougé. Au lieu de se lever ou d'accepter le défi, il l'aurait balayé d'un sourire et essayé de rire pour s'en sortir. Van Damme a insisté, cette fois plus fermement. « Tu parles beaucoup. Voyons ce que tu peux faire. » Les témoins ont dit que la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde attendait que les deux titans s'affrontent enfin, mais Seagal a reculé. Non seulement il a refusé de sortir, mais il a quitté la soirée entièrement. Van Damme, peut-être alimenté par l'adrénaline et des années d'irritation refoulées, l'a suivi. Quand il a retrouvé Seagal plus tard cette nuit-là, Van Damme a répété le défi. Seagal a décliné. Stallone a plus tard décrit cela comme l'un des moments les plus surréalistes qu'il ait jamais vus. Van Damme en avait marre que Seagal le critique, donc il a défié. Stallone a dit. Seagal n'en voulait pas. Il a fui. Cette seule nuit a fait plus de dégâts à la réputation de Seagal que n'importe quel critique de film n'aurait pu. En un instant, l'aura de dur à cuire qu'il avait si soigneusement cultivée a commencé à s'effriter. Il avait été défié publiquement sans caméra tournant, sans script, et avait fui 2 fois. Pour Van Damme, l'incident était une vindication. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il avait tenu tête à l'homme qu'il avait miné pendant des années. Et bien que le combat n'ait jamais eu lieu physiquement, le message n'aurait pas pu être plus clair. Seagal parlait bien, mais ne passait pas à l'action. Les retombées de l'incident de la soirée chez Stallone ont ondulé à travers Hollywood. Bien que ni l'un ni l'autre acteur n'en ait parlé en détail publiquement à l'époque, l'histoire a fuité et a pris une vie propre. Les fans d'arts martiaux débattaient de qui aurait gagné si le combat avait vraiment eu lieu. La plupart donnaient l'avantage à Van Damme. Pas seulement pour son expérience compétitive, mais pour s'être présenté. Pendant ce temps, la mystique de Seagal a commencé à s'estomper. Des rumeurs se sont répandues. Son aïkido était-il vraiment aussi efficace qu'il le prétendait? Son passé n'était-il que de la fumée et des miroirs? S'il était si confiant, pourquoi n'avait-il pas accepté le défi? Cette nuit chez Stallone reste un moment décisif, non seulement dans leur querelle, mais dans la perception publique des deux hommes. Van Damme est apparu comme réel, calme, confiant et prêt à défendre sa réputation. Seagal, pour toutes ses histoires et son arrogance, ressemblait à un homme qui avait quelque chose à cacher. Et comme Van Damme l'insinuerait plus tard dans une autre interview, réfléchissant à cette nuit avec un sourire complice, il est temps pour la vérité. Van Damme appelle Seagal au tapis. Dans les années suivant l'incident infâme de la soirée chez Stallone, Jean-Claude Van Damme n'a jamais fait de sa mission de détruire Steven Seagal publiquement, mais il n'en avait pas besoin. Son attitude, son ton et ses mots soigneusement choisis dans les interviews disaient tout sans en dire trop.
Tandis que l'industrie et les fans commençaient à questionner l'authenticité de Seagal, Van Damme s'est de plus en plus permis de dire ce que beaucoup pensaient depuis longtemps. Seagal était plus un mythe qu'un homme. Chaque fois que le sujet de Seagal surgissait, Van Damme le gérait avec un niveau de contrôle presque chirurgical. Il ne se lançait pas dans des insultes ou des tirades enflammées. Au lieu de cela, il gardait un ton mesuré, presque amusé. Il parlait de respect pour les arts martiaux, mais pointait subtilement comment certains acteurs exagéraient leurs capacités. Il mentionnait comment les vrais combattants n'ont pas besoin d'affirmer constamment leur dominance, surtout pas en parlant négativement des autres dans leur domaine. Les observateurs notaient que bien que Van Damme ne nomme jamais de nom dans ses commentaires, le contexte était toujours clair. Il décrirait comment certains artistes martiaux dans l'industrie n'avaient jamais vraiment compéti, pourtant bâtissaient des carrières autour de légendes fabriquées. Il y avait une pique discrète dans ses déclarations, une critique pointée vers quelqu'un qui avait construit sa marque sur des histoires impossibles à vérifier. Plus d'une fois, Van Damme faisait allusion au fait qu'il avait gagné sa place par la discipline et un entraînement réel, pas par des vantardises en coulisses ou des affirmations gonflées. Et quand il parlait de la soirée chez Stallone des années plus tard, il n'avait pas besoin de se vanter. Les détails étaient déjà bien connus. Ce qui ressortait, c'était le ton de Van Damme, confiant, calme et ancré dans la réalité. Il ne racontait pas une histoire pour attirer l'attention. Il rappelait un événement qui confirmait ce que lui et beaucoup d'autres avaient longtemps suspecté, que Seagal avait peur d'être testé en temps réel. Contrairement à Seagal, Van Damme avait toujours mis son corps en jeu. Des premiers jours des circuits de karaté européens à la chorégraphie rigoureuse de ses films d'action, son entraînement et son endurance étaient exposés. Son public l'avait vu bouger. Il l'avait regardé exécuter des coups de pied avec précision et grâce. Il n'y avait pas de mystère autour de son ensemble de compétences. C'était visible dans chaque cadre. Par contraste, les compétences de Seagal semblaient enveloppées d'ambiguïté. Peu pouvaient pointer des démonstrations concrètes de ses capacités en dehors d'environnements mis en scène. Son aïkido, bien que respectable en tant qu'art martial traditionnel, manquait de l'impact pratique du kickboxing ou de l'expérience full contact de Van Damme. Et tandis que Seagal se vantait fréquemment de ses exploits passés, entraînant des forces spéciales, dirigeant des dojos au Japon, affirmant même des connexions spirituelles, Van Damme faisait clairement comprendre qu'il avait peu de patience pour de tels théâtres. Dans une interview, Van Damme discutait de la nature des arts martiaux au cinéma et expliquait comment les films devraient inspirer les gens, pas nourrir les égos. Il a ensuite fait glisser la conversation presque nonchalamment vers une critique de ceux qui se prennent trop au sérieux et essaient d'intimider les autres avec des histoires au lieu de substance. Sans nommer Seagal, il rendait clair qui il visait. L'homme qui n'avait pas voulu sortir chez Stallone. L'homme qui s'était moqué de lui pendant des années sans jamais prouver sa propre valeur. Les initiés de l'industrie l'ont capté instantanément. Le commentaire de Van Damme résonnait parce qu'il n'était pas mesquin. Il était mesuré et digne. Il n'essayait pas de démolir Seagal. Il tenait simplement un miroir. Et ce que ce miroir reflétait était inconfortable pour le camp de Seagal. Un héritage bâti plus sur l'image que sur une capacité de combat réel. Le contraste entre les deux hommes n'a fait que s'accentuer au fur et à mesure que leur carrière vieillissait. Van Damme, bien que marqué par la gloire et des luttes personnelles, restait respecté dans les communautés des arts martiaux et d'Hollywood. Il a évolué, s'est moqué de lui-même dans des interviews, et restait ouvert sur ses faiblesses. Seagal, en revanche, est devenu de plus en plus isolé. Ses affirmations sont devenues encore plus extravagantes, allant de ses prétendues connexions avec des gouvernements étrangers à être un guerrier spirituel. Pendant ce temps, les critiques montaient. D'anciens cascadeurs, costards et artistes martiaux ont commencé à questionner ouvertement ses credensials. Van Damme, toujours le tacticien, s'est simplement retiré et a laissé les autres parler. À la fin, son démantèlement discret de Seagal n'était pas bâti sur du bravade. Il était bâti sur la discipline, les résultats et une volonté d'être testé. En se comportant avec humilité et précision, Van Damme a exposé ce que beaucoup avaient toujours suspecté. Que la vraie force n'a pas besoin de s'annoncer, et que parfois le plus bruyant dans la pièce a le moins à prouver. Les credensials en arts martiaux en question, vrais combattants contre imposteurs de cinéma. Au cœur de la querelle Van Damme contre Seagal se trouve une conversation beaucoup plus grande, une qui a résonné dans les gyms, les dojos et les plateaux hollywoodiens pendant des décennies. Qui est le vrai artiste martial et qui fait juste semblant? Dans ce débat, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal sont venus représenter deux côtés très différents de la même pièce. Dès le début, les credensials de Van Damme étaient plus faciles à vérifier. Né en Belgique, il s'est entraîné au karaté Shotokan dès son plus jeune âge, obtenant éventuellement une ceinture noire. Il a aussi étudié le kickboxing et le karaté full contact, des disciplines qui requièrent non seulement la technique, mais le conditionnement, la résilience et une expérience réelle en compétition.
Son palmarès en tant que combattant amateur était réel. Des combats documentés en Europe avec des victoires qui pouvaient être confirmées. Il ne s'entraînait pas seulement pour l'écran. Il montait sur des rings et remportait des victoires. Longtemps avant que Bloodsport ne fasse de lui une star internationale, il combattait, s'étirait, suait et développait un ensemble de compétences qui se traduisaient naturellement à l'écran. Pendant ce temps, l'héritage martial de Seagal était plus mystérieux et beaucoup plus difficile à vérifier. Son passé en Aïkido est largement connu. Il prétendait être le premier occidental à diriger un dojo d'Aïkido au Japon, une affirmation répétée si souvent qu'elle est devenue partie de sa marque. Cependant, de nombreux artistes martiaux, surtout ceux familiers avec les systèmes japonais, ont commencé à questionner les détails. Il n'y avait aucun doute que Seagal s'était entraîné en Aïkido. Mais l'étendue de sa maîtrise et la véracité de ses accomplissements au Japon restaient floues. À cela s'ajoutait la réputation de l'Aïkido lui-même. Contrairement au karaté, au kickboxing ou au jiu-jitsu brésilien, l'Aïkido est un art martial non compétitif. Il se concentre sur l'utilisation de la momentum de l'adversaire contre lui avec des techniques basées sur la redirection, les clés de poignet et les projections. C'est élégant et beau quand exécuté correctement, mais souvent critiqué pour être impratique en combat réel. Les critiques arguent qu'il fonctionne bien en théorie ou contre des partenaires d'entraînement complaisants, mais ne tient pas dans des scénarios du monde réel. Cette critique est devenue centrale dans la division Van Damme-Seagal. Tandis que Van Damme était connu pour des rôles physiquement exigeants et des démonstrations en direct de ses capacités, Seagal est devenu connu pour raconter des histoires sur ses abilities plutôt que de les montrer. Il prétendait avoir entraîné des opératifs de la CIA, combattu des criminels réels, et même tué un homme en légitime défense à l'étranger. Mais au fil des ans, des preuves de ces événements n'ont jamais émergé. Ces histoires sont devenues plus élaborées, mais pas plus crédibles. Et tandis que Van Damme continuait à parler en ton soigneusement mesuré sur la vérité et le respect des arts martiaux, il est devenu clair qui le monde croyait. L'homme qui n'avait pas besoin de crier, pas besoin de se vanter, et pas besoin de reculer quand défié. Avec le temps, la querelle entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal est devenue plus qu'un simple clash d'ego. Elle est devenue un symbole d'authenticité contre illusion. Bien que les deux hommes soient des icônes du genre action, les chemins qu'ils ont pris et les réputations qu'ils ont bâties ne pouvaient pas être plus différents. Van Damme, malgré des hauts et des bas personnels, est resté respecté dans le monde des arts martiaux et à Hollywood. Ses compétences étaient prouvées, ses performances dynamiques, et son humilité évidente dans les années ultérieures. Il était humain, imparfait, mais réel. Seagal, par contraste, a vu sa réputation s'éroder progressivement. Tandis que plus d'histoires émergeaient questionnant son passé, son refus de combattre Van Damme, et sa liste toujours croissante d'affirmations douteuses, les fans ont commencé à voir à travers la façade. Pour beaucoup, Seagal est devenu moins un artiste martial et plus une caricature. À la fin, Van Damme n'avait pas besoin de lancer un coup de poing pour gagner le combat. Son attitude calme, son passé authentique et sa confiance discrète parlaient plus fort que n'importe quelle vantardise. Que valorisez-vous le plus chez vos héros? Une vraie compétence et de l'humilité, ou une image et du bravade? Et une personne peut-elle encore être respectée si la vérité derrière sa légende ne tient pas? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.